faut-il retenir de l'actualité européenne et internationale ce mercredi 9 janvier? Voici en 16 minutes ce dont nous avons choisi de vous parler. Bienvenue dans Euronews Soir. À la une ce soir, la fin de l'errance en Méditerranée pour les 49 migrants bloqués pour certains depuis 18 jours à bord de 2 navires humanitaires. Ils ont finalement accosté à Malte. Theresa May perd une bataille dès la réouverture du débat sur le Brexit au Parlement britannique. Elle n'aura que 3 jours pour annoncer un plan B si son accord avec Bruxelles est rejeté. 3e jour du procès Barbarin à Lyon. Sans surprise, la procureure n'a pas requis de condamnation, mais les parties civiles ont de nouveau saisi l'occasion de dénoncer publiquement les mensonges présumés du cardinal. Et puis le Danemark a l'étroit sur ses 43 000 km². Le pays veut s'agrandir en bâtissant 9 îles artificielles. Objectif, en faire la Silicon Valley européenne. Une partie d'entre eux errait en mer depuis le 22 décembre. Les 49 migrants qui se trouvaient à bord de 2 navires affrétés par des ONG ont touché terre. Ils ont débarqué à Malte, mais c'est dans 8 autres pays européens qu'ils seront répartis. Les explications de Stéphanie Morbois. La joie d'enfin accoster après des jours à être ballottés en mer Méditerranée, plus de 2 semaines pour certains. Ces 49 migrants qui étaient à bord de 2 navires d'ONG allemandes ont mis un pied à terre mercredi après-midi à La Valette, sur l'île de Malte. Quelques heures plus tôt, un accord a été conclu dans la douleur entre plusieurs pays européens pour les accueillir. Mais la Commission européenne a mis en garde. L'Europe ne peut plus continuer à compter sur des solutions improvisées pour les débarquements de migrants, a-t-elle dit, en référence aux longues tractations pendant lesquelles les 49 personnes sont restées bloquées en mer. Arrivés à bord d'une vedette de la marine maltaise, ils sont ensuite montés dans des bus pour rejoindre un centre d'accueil. Ils seront répartis dans 8 autres pays européens, plus tard, en Allemagne, en France, au Portugal, en Irlande, en Roumanie, au Luxembourg, aux Pays-Bas et en Italie. Pas de répit pour Theresa May. La première ministre britannique s'est de nouveau heurtée à l'hostilité du Parlement. L'accord sur le Brexit qu'elle a négocié avec Bruxelles ne trouve grâce ni aux yeux des pro-Brexit, ni aux yeux des europhiles. Et les députés ont posé de nouvelles exigences en cas de rejet de cet accord. Theresa May encaisse les coups dans la dernière phase de sa bataille pour le Brexit. La première ministre britannique a perdu mercredi un vote clé au Parlement. Celui-ci l'oblige à trouver un plan B en 3 jours si l'accord de sortie négocié avec Bruxelles est rejeté le 15 janvier. Un camouflet supplémentaire alors qu'elle espère toujours des concessions de dernière minute de Bruxelles. Les conclusions du Conseil européen du mois de décembre sont allées plus loin qu'auparavant en cherchant à répondre aux inquiétudes de cette Assemblée. Et elles ont un statut juridique. Depuis, j'ai été en contact avec des leaders européens au sujet de ces préoccupations. Ces discussions ont montré que des clarifications supplémentaires sur le filet de sécurité sont possibles et les négociations vont continuer ces prochains jours. L'accord de Theresa May est sous le feu des critiques jusque dans son propre camp. Le chef des travaillistes, lui, l'accuse d'avoir pris le pays en otage, avec la menace d'un no deal. Cela ne signifie-t-il pas que la Première ministre a perdu du temps de manière imprudente en tenant le pays en otage avec la menace de ne pas conclure d'accord, dans une tentative désespérée de faire chanter les députés pour qu'ils votent son accord impopulaire ? Alors que la date du vote approche inexorablement, certains pensent que le Royaume-Uni va devoir demander un délai supplémentaire à l'Union européenne, une option fermement rejetée par Theresa May. Je suis contente de répéter ce que j'ai déjà dit, que nous quitterons l'Union européenne le 29 mars. Je veux que nous quittions l'Union européenne le 29 mars avec le bon accord sur la table. Mais l'adoption de l'accord le 15 janvier paraît plus compromise que jamais. Le gouvernement avait déjà essuyé une première défaite mardi avec le vote d'un amendement à une loi budgétaire. Il vise à limiter son pouvoir de mettre en œuvre un Brexit sans accord. Aucune condamnation n'aura été requise contre le cardinal Barbarin et les anciens membres de son diocèse qui comparaissent à Lyon pour non-dénonciation d'agression sexuelle sur mineurs. La procureure s'en est tenue à la ligne du parquet qui avait classé l'affaire sans suite, notamment pour prescription des faits. Mais les parties civiles ont de nouveau martelé leurs arguments. Vincent Ménard.
Le parquet n'a requis aucune condamnation contre le cardinal Barbarin. Cardinal, un mot sur votre ressenti aujourd'hui à ce stade du procès. Est-ce que vous craignez une condamnation ? L'archevêque de Lyon est resté muet au micro de notre envoyé spécial. Il était beaucoup plus bavard à l'intérieur de la salle d'audience. Jugé avec 5 anciens membres de son diocèse pour non-dénonciation d'agression sexuelle sur mineurs, il assure qu'il n'a découvert les faits qu'en 2014. Les parties civiles sont convaincus du contraire. Quand le cardinal Barbarin nous dit qu'il a compris en 2014 l'étendue du drame et la gravité des faits, quand il sait depuis à minima 2010, de la bouche même du prêtre coupable, le nombre des faits, la période des faits, la multiplicité des victimes, le caractère sexuel des faits, qu'il va dire dans le journal La Croix, 2 mois après avoir reçu Prénat, qu'il était parfaitement sensible à l'incommensurable souffrance des victimes qu'il fallait prendre en considération, venir nous dire « c'est en 2014 que j'ai compris », je dis que c'est un mensonge. En apprenant les actes pédophiles commis par le père Prénat, le cardinal Barbarin, qui encourt 3 ans de prison et 45 000 € d'amende, ne l'a pas écarté tout de suite, mais a attendu quelques mois, à la demande, dit-il, du Vatican, pour, précise-t-il, éviter le scandale public. C'est une ingérence effectivement qui me dérange dans un pays de droit comme le nôtre, dans une république dans laquelle l'autorité judiciaire a toute sa place, l'autorité religieuse également, mais c'est des autorités qui doivent se juxtaposer et non se substituer. Place ce jeudi aux plaidoiries des avocats du Primat des Gaules pour le dernier jour de ce procès très médiatisé qui se tient au tribunal correctionnel de Lyon. Monsieur Barbarin a été attentiste et sourd. Ce n'est là qu'une des nombreuses phrases lancées aujourd'hui par les avocats des plaignants au Primat des Gaules. Ils n'auront pas épargné le cardinal Barbarin ni aucun des prévenus dans une salle comble où la tension était palpable. Même si le ministère public n'a pas requis de condamnation au nom de la prescription des faits imputés au père Prénat, les avocats de la défense auront fort à faire pour faire acquitter leur célèbre client et ses anciens collaborateurs. Valérie Goria, au tribunal correctionnel de Lyon, Euronews. En mai prochain, les Européens seront appelés aux urnes et les partis nationaux ne ménagent pas leur peine pour constituer ou revoir leurs alliances. Le point sur ces grandes manœuvres avec Grégoire Laurie. Les partis politiques européens sont en pleine effervescence à 5 mois des élections européennes. En Hongrie, toutes les oppositions envisagent de faire une liste commune pour battre le Fidesz du Premier ministre Viktor Orban. Pour les élections municipales et européennes, il y a cette idée de faire de chaque scrutin un face-à-face entre 2 candidats uniquement, car en Hongrie, ce n'est pas une compétition démocratique, c'est une dictature. Il faut battre un parti d'État. Le dirigeant hongrois compte mener sa campagne sur la question migratoire, seul moyen, selon lui et ses partisans, de remporter les scrutins à venir. Lorsqu'il y a eu des opportunités récemment en Europe de demander aux électeurs leur opinion, que ce soit lors d'élections locales ou nationales, on a vu partout que les forces anti-immigration, celles qui veulent protéger leur population, ont progressé. Les partis europhobes cherchent à former des alliances en vue des élections du mois de mai. Le vice-premier ministre italien et leader de l'extrême droite, Matteo Salvini, veut se rapprocher des ultra-conservateurs polonais afin de constituer un groupe dans le prochain Parlement européen. Le mouvement 5 étoiles en Italie se tourne lui aussi vers d'autres pays comme la Croatie, la Finlande et la France, mais le Brexit pourrait bien bloquer leurs ambitions. Sans le Brexit, les formations eurosceptiques seraient beaucoup plus fortes au Parlement européen. D'un côté, les europhobes gagnent du terrain sur le continent européen, mais de l'autre, ils perdent les Britanniques. Ces 2 tendances se compensent et au final, ces forces eurosceptiques auront à peu près le même nombre de sièges dans le prochain Parlement européen. Les partis populistes sont aussi divisés sur de nombreux dossiers, ce qui réduit leurs chances de parvenir à créer un groupe unique au lendemain du scrutin européen. En République démocratique du Congo, ce sera ce soir la fin d'une longue attente. La commission électorale s'est engagée à annoncer dans la soirée les résultats provisoires de l'élection présidentielle qui a eu lieu le 30 décembre pour désigner un successeur à Joseph Kabila, Julien Pavy.
Qui sera le prochain président de la République démocratique du Congo? À Kinshasa, comme dans tout le pays, la population attend toujours l'annonce des résultats 10 jours après l'élection présidentielle qui doit tourner la page de 18 années de règne de Joseph Kabila. Un important dispositif de sécurité est déployé autour de la CENI, la Commission électorale nationale, qui poursuivait ce mercredi ses délibérations en réunion plénière. Mais toujours pas de verdict des urnes, alors que les résultats devaient initialement tomber dimanche dernier. Dans la capitale, les électeurs s'impatientent et redoutent une flambée de violence. Et nous attendons au moins une publication pacifique, à l'issue de laquelle tous les peuples congolais peuvent se réjouir au moins, que de pleurer parce que nous en avons marre. Et je regrette d'abord de ces barrières qui se multiplient. Pourquoi ces barrières? Pourquoi ces barricades? La RDC a le choix entre une alternance historique ou la continuité. D'un côté, l'opposition incarnée par Martin Fayulu et Félix Tshisekedi. De l'autre, le candidat du pouvoir en place, Emmanuel Ramazani Shadari, le dauphin désigné du président sortant Joseph Kabila, qui avait renoncé à briguer un 3e mandat que lui interdit la Constitution. Pour apaiser les tensions, à l'approche des résultats, l'opposition a assuré qu'il n'y aurait pas d'esprit de revanche si elle accède au pouvoir. Lui aussi est très contesté dans son pays, mais il n'en entamera pas moins son second mandat demain. Nicolás Maduro rempile pour 6 ans à la tête d'un Venezuela isolé et acculé économiquement. Christophe Garage. Au Venezuela, Nicolás Maduro entamera jeudi son 2e mandat présidentiel à la tête du pays. Un 2e mandat contesté par la communauté internationale au terme d'un processus électoral ni libre ni crédible, a rappelé mardi la Commission européenne. Outre les entorses à l'état de droit, le Venezuela s'enfonce aussi dans la pire crise économique de son histoire. Selon le FMI, l'hyperinflation devrait encore atteindre des sommets en 2019. Si vous aviez un bon plan d'épargne, c'était suffisant pour tout, mais plus maintenant. Vous pouvez acheter 5 ou 6 produits, rien de plus. Oubliez les chaussures, les torchons, les chemises, oubliez tout ça. Ça ne couvre pratiquement rien. À la crise économique s'est greffée une grave crise sanitaire. Malnutris, mal soignés, les Vénézuéliens survivent dans la plus grande pauvreté ou finissent par fuir leur pays. Depuis 3 ans, 2,3 millions de personnes sont désormais réfugiées à l'étranger. Selon l'ONU, ce chiffre pourrait dépasser les 5 millions de personnes en 2019. Le Danemark voit les choses en grand. Le gouvernement a décidé de bâtir 9 îles artificielles près de Copenhague pour y accueillir des entreprises internationales. Il espère ainsi attirer les investisseurs étrangers. Le Danemark veut s'agrandir et créer de nouvelles îles pour y installer de nouvelles activités économiques. Un projet pharaonique qui prévoit la construction de 9 îles artificielles à Hvidovre, au sud de Copenhague, et l'implantation de plusieurs centaines d'entreprises avec 12 000 emplois à la clé. De quoi susciter de la jalousie et de l'amertume dans les régions du Danemark. Je trouve un peu étrange qu'ils souhaitent décentraliser les emplois publics et qu'en même temps ils créent ce bassin d'emplois privés dans la région de la capitale, des emplois auxquels nous aspirons, nous, les régions. Réponse du ministre danois de l'économie. Ce n'est pas une bonne manière de penser que de le voir comme une perte pour le reste du pays. Nous voulons que la capitale aille bien et nous voulons que le reste du pays aille bien. À terme, c'est une des plus grandes zones d'activité industrielle d'Europe du Nord qui devrait voir le jour à Hvidovre. Pas facile de renouveler les ventes quand le marché sature, mais pour les smartphones et les téléviseurs, les industriels trouvent toujours. Et c'est au Consumer Electronics Show de Las Vegas qu'ils ont dévoilé leurs nouveautés. Romain Gauguelin vous dit tout. Les derniers nés du monde de la robotique font toujours un tabac au salon CES de Las Vegas, la grand-messe annuelle du monde de la technologie. Mais les innovations qui suscitent le plus grand intérêt concernent cette année les téléphones portables et la télévision avec la révolution des écrans pliables. Pour les smartphones, le nouvel affichage suppose de repenser tous les systèmes d'application.
Vous pouvez le plier jusqu'à un rayon d'1 millimètre et diviser l'écran entre ses deux côtés. Les caméras sont sur un côté seulement, pas de caméra à l'arrière. Le fait que vous puissiez en faire une tablette et l'utiliser comme téléphone, en même temps vous donne plus de fonctionnalités. Le Sud-Coréen LG présente de son côté une déclinaison de l'écran pliable avec un écran plat qui se déroule et se rétracte entièrement sur sa base, qui elle-même sert d'enceinte au téléviseur. Ici au CES, l'endroit qui nous a apporté de nombreuses innovations télévisuelles au cours des quelques 50 dernières années, l'écran est toujours roi. C'est la fin de cette édition d'Euronews Soir. Merci à vous qui nous avez accompagnés. Pour retrouver toute l'actualité, rendez-vous sur notre site internet. Très belle soirée à tous.